Ok, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire captivant sur l'innovation des fintech en Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'explorer un aspect crucial qui façonne l'avenir des services financiers sur le continent africain, l'interopérabilité. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous un expert émérite, un pionnier sur le domaine et dans le domaine, M. Virgile Tofoji, qui est un expert en mobile money, mais également CDFP. L'Afrique, comme nous le savons tous, est en train de vivre une transformation financière sans précédent, propulsée par l'émergence rapide de la technologie financière au fintech. Ce changement dynamique ne se limite pas seulement à l'adoption des nouvelles plateformes, mais il réinvente fondamentalement la manière dont les services financiers sont accessibles, utilisés et compris dans toute la région. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un élément essentiel de cette révolution, l'interopérabilité. Cette notion va au-delà d'une simple connectivité technique. Elle représente le socle sur lequel se construit un écosystème financier inclusif et efficace. Et qui de mieux pour nous guider à travers cette discussion complexe que notre expert M. Vigil Tofoji, qui apportera une profonde compréhension de la dynamique fintech et son importance sur le secteur des fintech en Afrique. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer les défis et les opportunités, les succès et les leçons apprises, et surtout, nous allons plonger dans la signification de l'interopérabilité dans le paysage financier en Afrique qui favorise la croissance économique, l'inclusion financière et l'innovation. Sans plus attendre, je passe la parole à notre expert, M. Vigil Tofoji, qui va se présenter et également nous éclairer un peu sur l'impact de l'inclusion financière sur le paysage économique en Afrique. Vous avez la parole, M. Vigil Tofoji. Merci beaucoup, Razak. Merci, chers participants. Et je suis Virgile Tofoji, expert en CDFP et certificat en Digital Finance Practitioner de Digital Frontier Institute. Et avec un peu plus de 21 ans d'expérience dans le domaine des FMCG et des télécoms et surtout de la FinTech. Dans la FinTech, je capitalise à peu près plus de 8 ans d'expérience avec des prises de poste au niveau du groupe MTN et au niveau de Free. Et donc, l'autre volet de ma présentation, c'est que je suis cofondateur de Digital Impact avec Bokor Razak. Et nous avons cette initiative de lancer un cabinet qui puisse accompagner les différents acteurs, les banques de FinTech et les microfinances et les émetteurs de monnaie électronique dans les stratégies, dans la rédaction de la stratégie et dans l'exécution de la stratégie, mais également dans tous les sujets qui concernent l'expérience client et qui concernent la transformation digitale. Merci beaucoup, Razak. Merci beaucoup pour votre revenir à ta question, c'est ça? Je devais revenir pour revenir à ta question, à ta première question par rapport à l'inclusion financière en Afrique. Et je dirais que l'Afrique, c'est un continent qui est en progrès, qui connaît de forte progression depuis quelques années, surtout dans le domaine de l'inclusion financière. Et je sais que de façon générale, l'Afrique doit tenir entre 65-67% en matière d'inclusion financière, avec des pays qui sont très porteurs en termes d'initiatives d'inclusion financière. Nous avons des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda, le Nigeria, qui sont très, très porteurs et qui ont des très forts taux d'inclusion financière. Mais également dans notre région ouest-africaine, nous avons le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui font du bon travail au niveau de l'UEMOA. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire doivent tourner également aussi entre 65 et 70% de taux d'inclusion financière. Sans compter que les autres pays tels que le Bénin, le Mali le Bénin, le Mali, la Guinée, tous ces pays sont très concentrés aujourd'hui, sont très
et ont des résultats assez encourageants par rapport à l'inclusion financière. Merci, Razak. Merci, monsieur Virgile. Donc là, actuellement, on voit qu'en tout cas, il y a un boom en ce qui concerne tout ce qui est inclusion financière en Afrique et cela nous réconforte plus dans notre initiative, notamment via Digital Impact. Donc là, maintenant, nous allons en fait pouvoir explorer l'écosystème de façon globale et voir en fait l'état actuel du service ou du secteur de FinTech en Afrique. Donc, j'aimerais en fait vous demander plus ou moins quels sont selon vous en fait les services financiers, comment les services financiers selon vous facilitent l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées. Oui, et d'abord, pour répondre à la question de comment les fintech favorisent, c'est ça, non? Comment les fintech Oui, favorisent facilite l'accès aux l'accès services aux financiers pour les populations non bancarisées. euh, les fintech, par définition, c'est des institutions, c'est des sociétés financières qui utilisent la technologie pour pouvoir proposer des solutions aux populations généralement non bancarisées. Parce que quand on revient à l'histoire, l'Afrique a quand même l'un des continents qui a les taux de bancarisation les plus bas. Je ne sais pas si en termes de bancarisation, compte bancaire, aujourd'hui en Afrique, on tourne encore autour de 35%, ce n'est pas évident. Je sais qu'on doit tourner entre 20 et 30%. L'Afrique a encore à la traîne avec entre 20 et 30%. Et donc, il y avait ce besoin pour les populations africaines d'utiliser les services financiers. Et c'est comme ça que naît la FinTech et les sociétés FinTech, qui sont des startups qui utilisent la technologie financière pour pouvoir proposer des services financiers à ces populations non bancarisées. Et quand on fait l'état de lieu de façon générale en Afrique, et nous avons le secteur de la FinTech qui continue de s'accroître. C'est un secteur en pleine émergence. Et donc, du coup, on connaît vraiment un boom au niveau des FinTech en Afrique. Et pour revenir aux différents pays qui tirent cette locomotive au niveau de la FinTech, nous avons en tête le Nigeria. Le Nigeria avec plus de 270 entités et FinTech aujourd'hui. Nous avons l'Afrique du Sud avec plus de 140. Je donne des chiffres à 2022-2023. Nous avons le Kenya avec plus de 102 entités. Il y a également l'Égypte. Et quand on vient un peu au niveau de notre... il y a l'Égypte, il y a le Ghana. Mais quand on vient un peu au niveau de notre sous-région ouest-africaine, aujourd'hui, nous avons deux pionniers, deux pays qui sont vraiment... qui portent vraiment le flambeau. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La Côte d'Ivoire et le Sénégal avec des fintech qui se sont vraiment fait remarquer. On aura le temps de revenir dessus. Et pourquoi tout ça? Tout ça parce que je pense qu'au niveau des objectifs de développement de millénaire, l'Afrique il a été mis des mécanismes de levée de fonds au niveau de l'Afrique. Et donc, ça a permis à toutes ces entités-là aujourd'hui, de façon générale, et à ces entités de faire de grandes levées de fonds pour pouvoir déployer leur stratégie de croissance rapide. Et je peux dire qu'en 2022, à peu près 2,7 milliards de dollars ont été levés par les fintech en Afrique. Et en Afrique, portée essentiellement par le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, comme je l'ai dit. Et en 2023, ce montant est passé à 3,2 milliards. 3,2 milliards. Et quand on regarde en termes de pourcentage, les parties de l'Afrique qui portent ce niveau de fonds, c'est l'Afrique du Nord, avec 33 à 34%, l'Afrique de l'Ouest
l'Afrique de l'Est, je parle de Kenya, Rwanda et tout ça, genre à peu près 26%. L'Afrique australe, avec 19%, l'Afrique de l'Ouest qui a 17%, et l'Afrique centrale qui est encore un peu à la traîne avec 1,9% à peu près de levée de fonds. Donc, un peu de façon ramassée, voilà, et c'est un vrai boom du côté de secteur des fintech qui ne cesse de croître au conseil des consommateurs africains. Okay. Merci, Merci, Adak. monsieur. Donc, en fait, de votre présentation, je vois en tout cas que l'inclusion financière, qui n'est rien d'autre, en fait, de la capacité de pouvoir accéder aux personnes marginalisées à des services financiers de base, fournis par des prestataires de confiance et à moindre coût, ces prestataires n'étant que ces fintech. Mais j'aimerais en fait bien sûr revenir sur ça pour vous demander notamment comment les services des fintech facilitent l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées. Comment ces services financiers fournis par les fintech facilitent l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées. Ok. Et pour te revenir, et pour revenir à ta question, la première chose, c'est que les fintech ont ce génie de pouvoir proposer des services assez innovants, des services qui répondent directement aux besoins des populations non bancarisées. Parce que, qu'ils nous souviennent, les banques de façon traditionnelle sont restées quand même assez rigides, par rapport à la régulation qui n'a pas été mise à jour, qui n'a pas été forcément, qui a évolué, mais vraiment pas par rapport aux ambitions par rapport aux besoins des consommateurs. Donc, les banques sont restées assez rigides en termes de KYC, en termes de process, en termes de scoring. Donc, c'est comme ça que les fintech ont fait leur apparition avec trois éléments cruciaux. Le premier élément, c'est que les fintech utilisent, comme je disais, la technologie. Et rappelons quand même qu'il y a une révolution technologique depuis une décennie. Ouais. Et qui touche également l'Afrique. Et cette révolution technologique, c'est essentiellement dans le domaine de la big data, et tout ce qui est big data et tout ce qui est machine learning, tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est blockchain. Donc, ces technologies ont été rapidement appropriées par les fintech pour pouvoir proposer des solutions simples, des solutions et assez customer experience, des solutions faciles d'utilisation aux populations africaines. On a vu un peu comme dans le domaine du crédit, dans le domaine de l'épargne, dans le domaine de l'assurance. Aujourd'hui, tous les secteurs de monde des finances ont été touchés et des solutions sont proposées de façon variée, touchant tous les pays et la plupart des pays de l'Afrique. Donc, cette technologie a permis à ces fintech vraiment de proposer ces solutions. La deuxième chose, qui était l'élément important aussi, c'est que l'Afrique restait non bancarisée. Ce n'est pas comme le continent européen ou le continent américain où la plupart des gens sont bancarisés. L'Afrique est restée non bancarisée. Donc, ça a été aussi un terreau fertile. Et j'ai rappelé à peu près les taux de bancarisation banque. Et vous allez voir que la marge de progression était encore très grande. Donc, les fintech ont exploité ça. Et c'était un facteur également qui a permis aux fintech de se développer. Et la troisième chose, c'est la COVID-19. La COVID-19 aussi a permis également aux fintech de l'Afrique de connaître une croissance rapide parce que, rappelons-nous que dans la période de la COVID-19, la mobilité s'était pratiquement arrêtée. Donc, les gens ne pouvaient plus bouger d'un point A à un point B. Et il fallait trouver des solutions quand même pour répondre à des besoins à des besoins pressants des populations. Donc, ça a permis également d'accélérer tout ce qui est solutions fintech. Donc, sur ces éléments, voilà de façon concrète comment aujourd'hui les fintech ont utilisé tous ces facteurs qui ont favorisé leur émergence pour pouvoir proposer des solutions vraiment assez innovantes, assez simples à ces populations qui sont exclues du système bancaire
et qui aujourd'hui peuvent utiliser facilement des produits financiers tels que l'épargne, le crédit, l'assurance et tout ce qui va, le paiement et tout ce qui va avec. Ok, merci beaucoup, Monsieur Vigile, pour vos éclaircissements. Et concernant notamment tout ce qui est aspect fintech, comment est-ce que ces fintech facilitent l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées. Donc, je vais donc m'appesantir sur tout ce qui nous réunit, sur ce qui nous réunit ici actuellement, notamment l'interopérabilité. Donc, comme on le sait bien, l'un des aspects les plus cruciaux de tout ce qui est écosystème fintech et inclusion financière, c'est l'interopérabilité. Donc, j'aimerais en fait savoir, selon vous, c'est quoi d'abord l'interopérabilité et comment l'interopérabilité favorise l'échange des données entre les acteurs de l'écosystème du secteur financier. Ok, c'est quoi l'interopérabilité? Et c'est un thème qui est vraiment en vogue actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'UEMOA. Mais avant ça, de façon générale, l'interopérabilité, c'est l'ensemble des, je peux la définir comme l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des processus, l'ensemble des normes et qui sont mises en place par le régulateur pour pouvoir permettre à plusieurs acteurs qui appartiennent à des systèmes de paiement différents de faire des échanges de transactions, de paiement et entre eux. Et donc, c'est un peu ça qui va permettre à un client qui appartient à un acteur B, à un acteur A de faire un paiement à un acteur B et à un client d'un acteur B qui appartient à un autre dispositif. Pour revenir de façon concrète, je suis un utilisateur d'une banque A et je veux payer un émetteur de monnaie électronique d'une banque B. Et est-ce que la chose est possible? Oui, à travers l'interopérabilité. Ou bien je suis dans un pays et je suis par exemple au Bénin et je veux payer un fournisseur qui est au Mali. Est-ce que la chose est possible? Oui. Et à travers, c'est des acteurs, nous sommes des clients des acteurs de deux systèmes de paiement différents, mais grâce à l'interopérabilité, ces transactions de paiement sont possibles. Donc, c'est un peu la définition que je pourrais donner par rapport à l'interopérabilité. C'est l'ensemble des normes, des processus, des dispositifs et des process qui permettent à des acteurs de systèmes de paiement différents de pouvoir faire des transactions entre eux. Et surtout de façon transparente. Et surtout de façon transparente et de façon instantanée. Voilà. Ok, Donc, maintenant, la question. voilà. La C'était deuxième partie de comment la question. l'interopérabilité favorise l'échange des données entre différents acteurs du secteur financier. Oui. Comment Donc, comment ça l'interopérabilité voilà, Oui. Comment l'interopérabilité favorise favorise l'échange des données l'échange entre différents acteurs. Oui. Et quand on parle d'interopérabilité, il y a plusieurs éléments qui me viennent en tête qui permettent de faciliter les échanges de données. Il y a le premier truc, c'est le système de switch compensation. C'est-à-dire, c'est purement cette technologie qui permet de finaliser une transaction entre deux différentes plateformes accompagnée d'une compensation. Parce que si moi, je suis par exemple chez l'opérateur A, toi tu es et que mon vis-à-vis avec qui je veux faire une transaction financière est chez un opérateur B, ça veut dire qu'il faut que les deux plateformes puissent dialoguer. Et ces deux plateformes dialoguent à travers ce que nous appelons le switch. Un switch qui est adossé sur une compensation. De telle manière que quand je fais la requête de faire le paiement à mon vis-à-vis à qui je veux faire le paiement, la plateforme sur laquelle moi je paie puisse dialoguer avec la plateforme de l'autre pour lui donner des instructions de payer l'autre. Et derrière, il y a un système de compensation qui permet de boucler la transaction. Ça, c'est sur le plan technologique. Maintenant, à ça
est adossé plusieurs choses. Il y a plusieurs prérequis à ça. Il y a tout ce qui est tout ce qui traite de l'identification, de l'identification de l'abonné du KYC. Et généralement, on utilise les alias pour pouvoir crypter les données, protéger les données des différents consommateurs, mais pouvoir quand même les identifier à travers la transaction. Il y a tout ce qui concerne la sécurité de la transaction. Il faut que la transaction soit sécurisée, transparente, comme tu l'avais dit dès le début. Donc, il faut qu'il y a tous les aspects de sécurité par rapport à cette transaction, en termes d'irrévocabilité, en termes de sécurité. Il y a tout ce qui concerne le business model. Quand on a utilisé des plateformes pour pouvoir boucler cette transaction entre deux acteurs. Donc, il y a tout ce qui est business model sur lequel on doit s'entendre. Il y a tout ce qui est process de protection du client, process et procédure de protection du client que les régulateurs des deux parties doivent pouvoir mettre en place. Et il y a tout ce qui est support client. Comment on définit les process pour pouvoir supporter les clients en matière de réclamation. Et tout ce qui est dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, de financement du terrorisme. Parce que comment je me rassure que l'argent qui vient du client A et qui va au client B n'est pas de l'argent qu'on cherche à blanchir. Donc, il y a tout un dispositif que le régulateur met en place pour pouvoir contrôler ça. Donc, généralement, les systèmes d'interopérabilité en termes de processus, de normes et de dispositifs sont du rôle régalien des régulateurs. C'est eux qui mettent le dispositif en place et sans autant forcer à contrôler les acteurs. Ils mettent juste ce dispositif en place et après, chaque acteur qui se connecte vient avec son business model et tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre ces échanges de données. Et l'interopérabilité va nous permettre, une fois que le système est interconnecté comme ça, va nous permettre d'agrandir le gâteau des transactions. Donc, ça va nous permettre d'avoir un plus grand nombre de transactions pour tout ce qui était cloisonné. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais du paiement, c'est chez mon opérateur. Il faut que mon client il faut que je sois chez mon opérateur et que mon vis-à-vis également soit chez mon opérateur. Ce cloisonnement, ce qu'on appelle le close loop, tout ça, l'interopérabilité permet de sauter tous ces verrous. Et donc, forcément, un plus grand nombre de transactions et forcément une plus grande inclusion financière. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez anticipé beaucoup plus sur la prochaine question. Et comme vous l'avez si bien dit, en fait, et tout ce qui est interopérabilité est tenu par le régulateur qui essaie de pouvoir mettre l'écosystème, le cadre, pour ne serait-ce que, et totalement améliorer l'expérience ou les conditions des consommateurs. Donc, pour ne serait-ce pas vous permettre de vous répéter, je vais alors vous demander encore à nouveau comment est-ce que, ou bien quels sont les avantages de l'interopérabilité pour le consommateur, notamment? Pour le consommateur, et aujourd'hui, le consommateur, dans les pays, dans les régions où il n'y a pas encore l'interopérabilité, le consommateur reste cloisonné, reste limité dans cette transaction, reste limité dans l'usage de ces services financiers et mobiles. Est-ce qu'il peut payer aujourd'hui forcément? Je vous donne un exemple, un client qui est chez MTN, peut-il payer facilement un client qui est chez Orange? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je sais qu'il y a quelques initiatives d'agrégateurs qui font passer de façon business ce type de transaction. Mais ce n'est pas évident. Les abonnés restent toujours cloisonnés aujourd'hui. Est-ce qu'un abonné qui a besoin de faire du paiement, voilà des besoins qui sont très remarquables, qui a besoin de faire du paiement, il est chez MTN, il va dans un magasin, il veut faire un paiement. Et je donne un exemple sur un TPE EcoBank. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas évident. Et donc, voilà des questions clés que l'interopérabilité vient régler. Une fois que le système interopérable est mis en place, surtout au niveau de l'UEMOA, et pourquoi je tiens à mentionner le cas de l'UEMOA, parce que lui, non seulement il connaît
les acteurs de la fintech, les acteurs des émetteurs de monnaie électronique, c'est-à-dire les acteurs de mobile money, entre eux, mais également, ils prévoient de les connecter au système bancaire. Et c'est l'un des avantages vraiment pour le client de l'UEMOA. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Et je suis un client d'un opérateur, je donne un exemple comme ça, MTN, je rentre dans un magasin, j'ai un QR code qui est posé par un opérateur Orange ou par un opérateur Airtel ou Move, je peux payer facilement dessus à travers l'interopérabilité. L'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez le système de bank to wallet qui sont développés par les opérateurs difficilement, avec beaucoup de souffrance. Et une fois que le système d'interopérabilité est mis en place, tous ces verrous seront levés. Et je pourrais, de façon aisée, mon opérateur, une fois connecté au système interopérable avec les banques, c'est que moi, son client, je pourrais, à partir de mon compte MTN, mon compte Free ou mon compte Orange, je pourrais directement toucher tout l'écosystème bancaire si tous sont connectés. Et je pourrais payer, je pourrais renvoyer facilement de l'argent dans mon compte EcoBank, dans mon compte Orabank, dans mon compte Société Générale. Et également, vice-versa, hein, je pourrais également prendre de l'argent de ce compte dans mon porte-monnaie électronique. Donc, vous voyez ce cloison qui existe aujourd'hui, ce verrou sera levé. Et donc, ça va me permettre d'avoir une aisance dans l'utilisation des services financiers mobiles à travers le bank to wallet. Je pourrais prendre de l'argent de n'importe où je me trouve, de mon compte bancaire, dans mon wallet. Et je pourrais, une fois j'ai assez d'argent dans mon wallet, et je pourrais également le balancer dans n'importe lequel de mes comptes bancaires. Donc, voilà un peu, à peu près en termes de bank to wallet, en termes de paiement, en termes de transfert régional, en termes de peer-to-peer régional, c'est-à-dire je vais envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Mali, au Burkina, au Niger, j'ai plus de tête, et je n'ai plus à me casser la tête. Et je me sentirais très libre en tant que client de faire ce grand nombre de transactions dans lesquelles je suis limité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une limite qui m'est imposée. Je suis obligé de passer par un compte qui est chez mon opérateur. Une fois dans le système interopérable, tous ces verrous seront levés. Donc, ça permet essentiellement dans l'utilisation des services financiers et des services financiers mobiles. Ok. Sinon aussi, je vois aussi que vous revenez notamment par rapport aux frais. Est-ce que c'est un avantage pour les consommateurs? Par rapport aux frais, oui. Bon, ça dépend. Ça dépend. Mais tel que, pour revenir au cas de l'UEMOA, c'est un véritable avantage. Et c'est là où le régulateur a déployé tout son génie, le régulateur qui est la Banque centrale a déployé tout son génie. Et en mettant le système interopérable en place, ils ont pensé vraiment à l'inclusion financière. Donc, il faut que les transactions soient les moins chères possibles. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle sur le système interopérable. Aujourd'hui, les peu de systèmes interopérables que nous avons se font à travers des agrégateurs avec un business model forcément un peu plus élevé parce que l'émetteur A, l'émetteur B doivent, pardon, l'acteur A à qui appartient le client et l'acteur B à qui appartient le client B doivent pouvoir s'en sortir dans le business model, mais également l'agrégateur aussi doit pouvoir recouvrir des frais pour pouvoir exister. Mais avec le système interopérable tel que contrôlé par la Banque centrale, mis en place par la Banque centrale, ces frais seront vraiment mis à minima. Et ce qui fait que le client, ça reste transparent pour lui. Hein. Lui, il veut payer, il veut transférer de l'argent, il fait de banque to wallet. Et pour lui, ça sera assez transparent. C'est un peu comme, je fais une analogie avec le monde des télécoms. Avec le monde des télécoms aujourd'hui, où quand un client MTN appelle un client Move, un client Orange, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus une grande différence dans le on-net, dans le off-net. C'est la même chose qui va se faire ici. Donc, ça va être très transparent pour le client. Ça va être vraiment à moins de coût pour le client. L'aspect inclusion financière fait que la Banque centrale fait tout, a tout prévu pour que les transactions soient vraiment à la portée de clients exclus, de clients non mentalisés. Ok, merci beaucoup. Et comme vous, pour ne serait-ce que pouvoir aller ou ne serait-ce que continuer dans notre discussion, je vais beaucoup plus m'appesantir sur les différents acteurs.
et tout. Comme vous l'avez si bien dit, les différents acteurs dans tout ce qui est processus d'interopérabilité sont notamment tenus par le régulateur, par les banques, par les fintechs, mais également le consommateur. Mais les acteurs les plus importants et tout, qui ne serait-ce que valoriser cette, et comment on appelle ça? L'interopérabilité, c'est notamment les banques, les régulateurs, mais également les institutions financières. Mais comment est-ce que ces différents acteurs, que ce soit les banques, le régulateur et les services fintech et les fintech collaborent entre eux pour ne serait-ce que pouvoir sortir une solution optimale qui permet à toutes les parties prenantes d'être notamment aisées ou notamment être à l'aise en fait avec les initiatives d'interopérabilité. Merci beaucoup, Razak. Et parmi les acteurs, tu as oublié un, il y a les clients lui-même, il y a les populations Oui, elles-mêmes. je les avais dit à l'entame, les consommateurs, Ok. mais lors de Ok, la les mise en œuvre, consommateurs, il y a les consommateurs qui pour moi, sont un maillon essentiel, qui sont vraiment un acteur de l'écosystème de l'interopérabilité. Mais comme tu as dit, il y a les secteurs classiques comme les banques, les émetteurs de monnaie électronique et les microfinances. Mais il y a les fintech. Voilà un nouvel acteur qui, jusqu'à là, n'était pas assez reconnu dans, dans, notre, dans notre espace géographique de l'UMOA. Les fintechs jusqu'à là n'étaient pas reconnus. Et là, c'est là où je félicite encore une fois la Banque centrale d'avoir prévu cette fois-ci les fintechs comme acteurs reconnus. Dans la nouvelle loi bancaire, les fintechs sont désormais et seront désormais reconnus comme acteurs à part entière, et avec des conditions bien sûr, hein, avec des conditions de régulation bien sûr, et qui vont venir s'ajouter maintenant aux émetteurs de monnaie électronique, aux microfinances, aux banques, aux telcos, à tous les autres acteurs traditionnels, et pour pouvoir permettre d'avoir un écosystème interopérable et assez flexible et assez simple. L'autre chose, comment ces différents acteurs peuvent collaborer et elles pouvoir fournir des services. Et en même temps, la loi a prévu, le régulateur a prévu de le reconnaître, mais en même temps, le régulateur a fait un travail génial de laisser chaque acteur dans sa réglementation, dans son registre. Les banques vont continuer à être des banques avec un pouvoir qui leur est délégué d'accorder du crédit, de faire de l'épargne, de faire leur activité traditionnelle. Les microfinances vont toujours continuer par accord de crédit également avec des conditions prédéfinies dans dans l'instruction qui les régisse, l'instruction réglementaire qui les régisse. Les émetteurs électroniques, pareil, il y a la loi de 2000, de 05 et la loi 00805 de 2015 qui est toujours d'actualité, de mai 2015 qui est toujours d'actualité. Et maintenant, il y a une nouvelle loi bancaire qui va prévoir les fintechs. Donc, chacun reste dans son registre, forcément. Mais ce qui va se passer, c'est que il y aura beaucoup de collaboration. Il y aura beaucoup de collaboration. Je donne un exemple. Un acteur qui veut offrir, par exemple, de l'épargne et qui est une fintech, forcément, aura besoin de collaborer avec une banque. Un acteur qui veut offrir de l'USSD va forcément collaborer avec un telco. Un acteur qui veut offrir qui veut distribuer de la monnaie électronique, qui va offrir des wallets de monnaie électronique, va forcément parler, soit c'est l'émetteur de monnaie électronique elle-même, ou bien va forcément parler, une fintech qui veut le faire, va forcément dialoguer avec un émetteur de monnaie électronique. Donc, tu vois, il y aura beaucoup de collaboration, beaucoup de partenariats qui vont se nouer pour pouvoir offrir ces services de façon réglementaire à nos populations. Parce qu'une chose est claire, il faut offrir des services innovants, il faut utiliser la technologie dans son fond, mais également, il faut que le système monétaire soit quand même assez réglementé, assez stabilisé pour qu'il n'y ait pas de chamboulement. Donc, il y aura beaucoup de partenariats qui vont se nouer pour le bonheur de nos consommateurs. Et beaucoup de services qui n'étaient pas assez vulgarisés, innovants qui n'étaient pas assez vulgarisés, vont être vulgarisés. Je parle du crédit digital. Et moi, je me rappelle que dans une vie passée, j'avais déjà fait l'expérience de crédit digital qui est très demandé.
et par les populations africaines et non bancarisées. L'épargne, la microassurance, le e-commerce, on n'a pas beaucoup dit, le e-commerce africain va devenir une réalité avec à travers ce système. Et si l'interopérabilité devient une réalité en Afrique, ça va nous permettre de nous connecter plus facilement aux autres continents. Parce qu'il y a l'interopérabilité entre les pays africains, entre les pays de géographie de l'UEMOA, la CEDEAO, entre les pays africains. Et une fois que le système est bien moulé, il peut être connecté plus facilement aux autres continents. Donc, plus de business, plus d'économie. Et donc, c'est comme ça que les différents acteurs vont pouvoir collaborer entre eux pour pouvoir éclore l'économie numérique africaine. Ok, merci beaucoup pour vos éclaircissements et également votre vue macro en fait sur l'écosystème et la collaboration des différents acteurs de l'écosystème. Mais on n'est pas sans savoir qu'il y aura notamment un défi qui sera lié à cette collaboration des différents acteurs. Et tout. J'aimerais avoir votre avis par rapport à cela. Comment est-ce que les défis tels que... Parce qu'on n'est pas sans savoir que chaque acteur avait son business, les banques avec leur business avant l'avènement de l'interopérabilité, les fintechs, les émetteurs de monnaie électronique. Mais tous, dans tout ce package, en fait, la seule personne qui sort gagnant, c'est notamment le consommateur. Maintenant, comment gérer ces différents conflits entre les différents acteurs qui auparavant avaient leur business model et comment, en fait, le régulateur permet notamment de pouvoir asseoir un cadre et ne serait-ce qu'imposer un business model unique et encore réduit parce que on l'a bien dit, les frais seront plus ou moins réduits. Moi, je pense que le régulateur a son rôle qui reste clair. Le régulateur doit mettre les règles en place pour que le consommateur soit gagnant, pour que le consommateur se sente libre d'utiliser ses services et tout. Donc, eux, ils vont mettre les règles en place. Mais le régulateur ne pourra pas imposer un business model. Tu vois? Et c'est l'un des premiers défis que nous aurons au niveau de l'UEMOA. Aujourd'hui, nous avons la plupart de nos agrégateurs qui sont de nos fintechs qui sont des agrégateurs de business. Nous avons des fintechs agrégateurs de business. Au lieu d'avoir des fintechs qui proposent des solutions innovantes qui vont au-delà du business basique de peer-to-peer, de paiement, de banque toilette et de transfert d'argent. La plupart, 90%, je dirais, de nos agrégateurs aujourd'hui proposent des solutions d'agrégation de business. Et avec l'interopérabilité, on ne va pas passer à chemin, il n'y aura plus de business traditionnel. Parce que business traditionnel veut dire qu'il y a un business model qui arrange ses acteurs et qui n'arrange pas le consommateur, c'est-à-dire qui devient coûteux pour le consommateur. Plus il y a d'acteurs qui combinent le business model, plus le consommateur paye cher. Donc, avec le système interopérable, forcément, le premier défi que nous avons, c'est que la plupart de nos fintechs de notre sous-région doivent se réinventer ou disparaître. Ouais, bon. Quand l'agilité impose. Et même quand je vais un peu au-delà des fintechs et j'attaque les émetteurs de monnaie électronique, j'attaque les banques traditionnelles qui, jusqu'à là, facturaient les peu d'initiatives interopérables qu'il y avait. Aujourd'hui, tout ça va disparaître. C'est une redistribution des cartes. Donc, également, au niveau du paiement qui était là, le paiement qui, jusqu'à là, était un rôle régalien des banques traditionnelles et des émetteurs de monnaie électronique et qui n'a pas d'ailleurs été assez développé. Aujourd'hui, avec ce système interopérable, le périmètre du paiement, du transfert d'argent, de nouveaux acteurs vont entrer dedans. Donc, forcément, les banques vont devoir perdre une partie, les émetteurs de monnaie électronique, les acteurs traditionnels vont devoir perdre une partie au profit des fintechs. Et donc, ça, c'est le premier défi, le défi des business models. Et le deuxième défi, c'est le défi de l'innovation. Parce qu'il faut le reconnaître. Et quand on a cité les pays qui sont porteurs en termes d'initiatives de fintech, en termes d'innovation, en termes d'inclusion financière, tu vas voir que c'est généralement les pays comme l'Afrique du Sud, les pays comme le Nigeria, les pays comme le Kenya. C'est vrai que le système interopérable de notre sous-région va permettre d'élargir le marché. Ça permet de grossir le marché parce que nous avons une monnaie commune, le CFA, donc nous avons un seul marché, le mois,
qui aujourd'hui va regrouper tous ces pays. Donc, c'est vrai que le marché va devenir plus grand. Le problème qui va se poser, c'est que en termes d'innovation, il va falloir qu'on innove beaucoup pour les consommateurs, parce que les consommateurs ont des besoins pressants. Et c'est seulement les acteurs qui vont pouvoir innover en termes de produits, en termes de produits financiers qui vont être les gagnants. Je te donne un exemple. Les besoins sont variés. On comprend les différents segments qui composent notre écosystème, les besoins sont variés. Nous avons les SME et les SMI en Afrique qui, qui ont un réel problème d'utilisation de services financiers. Un réel problème d'utilisation de services financiers. Je donne un exemple. Je suis une entreprise avec des ouvriers qui ont des comptes mobile money différents. Certains ont des comptes bancaires, certains ne sont pas bancarisés. Ils ont des comptes mobile money différents. L'autre est chez tel acteur, l'autre est chez l'autre acteur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des acteurs qui leur proposent des solutions globalisées pour pouvoir adresser leurs besoins en termes de SME, en termes de prêts, en termes de paiement? Non. Non. Heureusement qu'il y a des fintechs et c'est ce qui va se passer. Voilà des fintechs. Aucun des acteurs n'avait vu ça. Il y a des fintechs que je peux te citer. Et le cas de Julaya, le cas de Jamo, qui viennent proposer des solutions pour ces gens, qui sont de nouvelles fintechs, qui ne sont pas allés dans l'agrégation, mais qui sont allés dans des sujets vraiment assez innovants pour pouvoir apporter une réponse à ces SME. Ouais. Je prends les routes de marché, les abonnés de routes de marché, les abonnés à fort revenu. Aujourd'hui, ils font des banques toilettes. Ils sont dans plusieurs banques, ils ont des comptes dans plusieurs banques qui veulent ramener de l'argent dans la wallet. Impossible. Impossible de le faire. C'est de gros challenges aujourd'hui. C'est les acteurs qui vont apporter de solutions assez innovantes qui vont au-delà, une fois encore, du transfert pied-to-pied, du paiement classique, du banque toilette, du transfert régional, mais pour apporter de vraies propositions de solutions. Et c'est surtout dans le domaine du prêt, dans le domaine du paiement, les cartes bancaires. J'ai fait une très belle expérience dans ma carrière et avec mon opérateur précédent de cartes bancaires, où je te dis, à moins d'un an et demi, 100 000 cartes bancaires avec des transactions de plus de 2 milliards de transactions par mois pour les populations non bancarisées. Tu t'imagines? Donc, c'est des solutions innovantes comme ça qui vont assez émerger. Des petits prêts, ce qu'on appelle les nanocrédits. Dans le domaine du paiement, il y a également des innovations dans le domaine de l'épargne, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des services publics. Moi, j'ai fait des expériences extraordinaires au Bénin. 235 services aujourd'hui ont été mis en ligne. Il faut faire des paiements en ligne. Donc aujourd'hui, quand tu es un taximan, dès qu'un policier t'attrape, dès que le radar t'attrape, tu payes en ligne systématiquement et c'est instantané. Quel que soit le compte mobile que tu as, demain, quand ça va se connecter à l'interopérabilité, ça va devenir plus facile. Exactement. Donc, c'est seulement ces actions innovants qui vont au-delà de tout ce qui est classique, qui vont au-delà de l'agrégation, sont ces acteurs qui vont pouvoir. Donc, l'innovation va devenir le deuxième challenge. Le troisième challenge va être le KYC. Comment régler la problématique de KYC? Parce que aujourd'hui, il y a des États qui sont plus avancés que d'autres. Le Bénin, par exemple, a désormais le CIP, l'identification unique. Le Bénin, au Bénin, par exemple, depuis janvier 2024, tu ne peux plus acheter une carte SIM si tu n'as pas de CIP. Tu ne peux même plus être un acteur d'un opérateur télécom si tu n'as pas de CIP. Tu vois? Donc, dans le domaine de KYC, il va falloir que les États fassent rapidement, et ça va, c'est un plaidoyer vers les États, fassent rapidement le travail pour pouvoir aligner tout le monde au même niveau en termes d'identification, parce que c'est un facteur clé de l'inclusion financière en termes d'identification. L'autre élément, c'est le blanchiment d'argent. Les dispositifs doivent être assez renforcés parce que plus on veut élargir, on veut s'intégrer avec le marché, plus les règles qui régissent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des capitaux doivent être mises en ligne pour être sûr que les consommateurs sont protégés pendant qu'ils font les transactions. Le cyberattaque, la cybersécurité, c'est l'un des gros défis. C'est l'un des gros défis, c'est le monde d'utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, tout. Mais ça vient en même temps avec le problème de cybersécurité qui sont là. Donc, il va falloir que beaucoup de compétences
soit développé dans ce domaine, dans le domaine de cybersécurité. Il faut que nos pays s'approprient de beaucoup de compétences dans ce domaine pour pouvoir sécuriser les transactions et qui vont se passer dans une interopérabilité. Voilà tant de défis que j'ai cités, je ne suis pas peut-être exhaustif, mais le problème de support client, il faut que les différents acteurs puissent mettre vraiment des supports clients assez rapides, assez simples en place pour pouvoir être sûr que les clients qui vont échanger sur la plateforme d'interopérabilité, et une fois qu'ils ont des requêtes, que ces requêtes soient vraiment rapidement prises en charge de façon transparente. Ok. Merci beaucoup pour vraiment vos éclaircissements concernant notamment les défis et également les solutions, ne serait-ce que pour y pallier. Et j'aimerais en tout cas avoir de votre parcours, de vos différentes expériences ou bien de votre culture générale, quelques exemples de cas palpables en fait ou d'initiatives en fait d'interopérabilité qui sont mises ou bien qui prévoient de naître en fait dans l'écosystème et des fintech africaines. Oui, en termes de cas palpables, bon, donc, c'était le cas de l'européen, les cas européens où même le système bancaire lui-même est très interprétable à travers les RTGS, était interconnecté à travers les RTGS. Et quand tu viens en Afrique, tu vois l'Afrique du Sud. Voilà des pays où, voilà des zones où l'interopérabilité était une réalité depuis la partie sud-africaine. Tu prends l'Afrique de l'Est. Le Kenya avait déjà fait les expériences d'interopérabilité il y a longtemps. Après, la Tanzanie a suivi, le Rwanda avec M-Pesa et Tigo Pesa à l'époque. Le cas de Rwanda, où l'interopérabilité, ils sont dans ce processus il y a longtemps. Ils ont fait les erreurs, mais aujourd'hui, le système est beaucoup poussé. Quand on vient en Afrique centrale, c'est vrai qu'en termes d'inclusion financière, elle se trouve encore beaucoup plus en arrière. Mais ils ont fait l'expérience de Jimpay, de ce qui s'appelle Jim et de Jimapay. Jimapay, ouais. Et on a mis ce dispositif en place, je pense, depuis 2-3 ans en arrière. Et maintenant, la belle expérience que fait le MOA, hein, avec beaucoup d'avantages, mais sans oublier les défis que nous guettent. Donc, le cas de moi, avec l'interopérabilité qu'on est en train de mettre en place, qui va permettre de connecter non seulement les systèmes, les acteurs des services financiers numériques mais également avec le système bancaire. Tu vois, moi, je trouve que c'est génial, et sans compter les défis qui les attendent. Donc, c'est un peu, voilà, quelque chose de site pêle-mêle et qui permettent, qui sont des expériences avérées dans les différentes régions et qui ont eu des impacts forcément sur l'inclusion financière des populations. Ok, merci. Bon, de vos différentes réponses, je note en tout cas plusieurs initiatives, hein, que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, qui est encore pour moi un peu embryonnaire, mais on espère de nouveaux jours avec cela. Mais ces derniers temps, en tout cas, on entend parler, bon, ça peut-être ça fera l'objet d'un prochain webinaire. C'est quoi en fait plus ou moins la relation ou la perception ou principalement la liaison entre l'interopérabilité et un système de paiement inclusif? Genre, pour avoir votre avis rapide et tout par rapport à ça. Parce que pour moi, j'ai comme l'impression que les deux sont plus ou moins collinéaires. Non, les deux sont plus ou moins corrélés. L'interopérabilité, comme j'ai dit, c'est l'échange entre plusieurs plateformes. Ça peut être géré par le régulateur, ça peut être mis en place à partir de l'entente entre plusieurs acteurs. Mais quand on vient à un système de paiement, comment tu le dis, système de paiement inclusif, ouais. Généralement, c'est des projets qui sont portés par les États. Voilà. Tu vois? Parce qu'au-delà de tous les acteurs se mettre en fédération, il y a des pays dans lesquels on veut mettre des systèmes de paiement inclusifs. Et je pense que le Bénin a opté un peu pour ça également. Pour cela. Notamment par la mise en œuvre de l'infrastructure. Oui, ils sont en train de mettre en place une infrastructure de paiement étatique. Voilà. Où les différents acteurs pourront venir se connecter et faire. Parce que il ne faut pas oublier l'interopérabilité, d'accord. Je discutais avec un aîné de
d'un organisme international de la place, dans Cash, qui me disait, OK, l'interopérabilité, d'accord, ça permet de mettre des différents acteurs en place pour plus de transactions, mais en quoi ça contribue à l'économie Justement. d'un pays? Et donc, c'est en ce moment que interviennent les systèmes De paiement. et paiement inclusif. Voilà. Où, cette fois-ci, c'est l'État qui met l'infrastructure en place, qui prend le contrôle et qui permet à ces populations, de façon inclusive, d'utiliser les services administratifs, par exemple. Comme je disais, 235 services sont déjà mis en ligne au Bénin, quel que soit le moyen de paiement que tu as. Et tu as ton tracé judiciaire, ton permis, ton acte de naissance, et ton assurance, même quand le procès t'attrape dans la circulation, tes amendes, tout ça est géré à partir de là. Tu vois? Donc, et quand l'État prend le contrôle des choses, ça devient un système de paiement vraiment assez inclusif. C'est ce que je pense. Ouais, je crois principalement que c'est ça, notamment parce que il y a en tout cas des prérequis. Moi, pour moi, en tout cas, l'exemple le plus palpable en termes de processus, tout en vers les systèmes de paiement inclusif, c'est le Bénin. Parce qu'en fait, avant de pouvoir le faire, il faut mettre en place une infrastructure digitale, avoir en fait une Total. plateforme pour pouvoir recueillir en fait les données des populations. Et je crois qu'avec le CIP dont vous avez parlé, en fait, c'est toute cette étape que le Bénin est en train de suivre et tout. Donc, pour ne serait-ce qu'aller vers la fin de notre webinaire, qui pour moi est vraiment intéressant, notamment, j'apprends toujours de vous, hein, et notamment avoir votre avis sur les perspectives en termes d'interopérabilité et en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique générale. Selon vous, comment est-ce que vous le voyez d'ici peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, l'interopérabilité en Afrique? Bon, avant de venir au cas de l'Afrique, c'est d'abord le cas de l'EMOA. Moi, le cas Ok, de l'EMOA, comment je le vois, le système, il est déjà là, le projet, il est déjà en place. Et il va falloir que les différents acteurs s'y intéressent le plus tôt possible. C'est une redistribution de cartes. Ça va changer le paradigme des services financiers numériques, forcément. Et comme je l'ai dit, les acteurs qui vont s'y intéresser le plus tôt, qui vont pouvoir lever les défis, qui vont d'agilité, de flexibilité, des défis technologiques, vont être les acteurs qui seront gagnants, qui vont sortir la tête de l'eau. Autrement, beaucoup d'acteurs vont disparaître. exactement. Comment je le vois également en termes de perspective, il y aura beaucoup de collaboration, sinon de fusion, acquisition, j'allais dire, pour être un peu plus fort, entre les banques et les fintech. Les fintech, beaucoup de fintech vont se faire racheter par les banques parce que les acteurs traditionnels ne vont pas se laisser faire aussi facilement. Elles vont avoir des stratégies claires et des services financiers digitaux, des services de digitaux, parce que jusqu'à là, c'est des initiatives pêle-mêle. Les stratégies ne sont pas souvent cohérentes. Donc aujourd'hui, moi, je pense que les banques vont devoir avoir une stratégie claire de finance et de services financiers digital. De toute façon, les consommateurs vont l'imposer. Tous les consommateurs aujourd'hui ont développé de nouveaux types, de nouveaux modes de consommation. Tu vois, donc ça va amener cette banque-là à changer de stratégie, à aller un peu dans la flexibilité, dans l'agilité. Si elles n'ont pas cette flexibilité, cette agilité, elles vont devoir faire des acquisitions de fintech qui, elles, ont besoin de moyens pour pouvoir développer les stratégies de croissance. Donc, ça, c'est une des perspectives. Donc, il faut que tous les acteurs s'imprègnent vraiment de la chose, prennent la chose comme une priorité et pour pouvoir aller. L'autre chose que je... Et c'est pareil dans les autres parties de l'Afrique également, hein, qui sont encore moins avancées. Il va falloir que ça se fasse rapidement. Les lois doivent être rapidement modifiées, les recommandations doivent être rapidement modifiées pour pouvoir les aligner aux exigences de l'interopérabilité pour pouvoir permettre une avancée rapide. Et au-delà de l'interopérabilité, l'autre chose que moi je vois en termes de perspective, c'est la Central Bank Digital Currency, qui est déjà une réalité aujourd'hui au Nigeria. Exactement. C'est une réalité au Nigeria où la banque centrale émet de la monnaie digitale. Parce qu'il y a tellement de besoins en monnaie digitale qu'il vaut mieux que la banque centrale prenne le contrôle sur l'émission dans son rôle régalien d'émission de monnaie, prenne le contrôle sur l'émission de la monnaie digitale. Et ça va arriver également de l'Afrique dans l'Afrique de l'Ouest.
L'autre chose qui va vite arriver également en Afrique de l'Ouest, c'est les super apps pour les consommateurs. On voit déjà avec Maxit et tout de Orange. Maxit d'Orange avec la super app de M-Pesa, tu vois, voilà des innovations qui vont venir rapidement et qui vont venir se coller à cette réalité d'un peuple qui ne fait que grossir le marché parce que l'interopérabilité, comme on l'a dit, va grossir le gâteau. Et après, il faut pouvoir permettre aux gens de faire des transactions de façon customer experience et tout. On a parlé à l'entame des services financiers avec une expérience utilisateur très simple et très avérée pour les populations non bancarisées. Donc, on va connaître les premières super apps en Afrique qui seront très, très simples d'utilisation. Très simple d'utilisation. On a vu le cas de Wave, Wave nous a montré le chemin avec l'app qui est fait vraiment de façon digitale pour les populations non lettrées, non bancarisées. On a les super apps qui appartiennent vraiment à l'Afrique, pas les super apps à l'image des continents européens et des continents américains peu développés, mais les super apps vraiment à l'image de l'Afrique pour plus de services et regroupés dans un seul espace. Et l'autre chose qui va, en termes de perspective, c'est le e-commerce africain. Enfin, avec l'interopérabilité, avec tout ce qui se passe, on aura le vrai e-commerce africain où on pourra bouger les biens et les services dans les différents pays de la sous-région et à partir de l'interopérabilité. Parce que l'interopérabilité va faciliter les paiements. Or, pour qu'il y ait du e-commerce, il faut qu'il y ait un mouvement de biens et services et qu'il faut qu'il y ait un paiement. Aujourd'hui, le mouvement de biens, c'est un problème. Il y a des sociétés de logistique qui vont se développer. Et c'est voilà encore un des défis qu'attend notre région, les sociétés de logistique. Aujourd'hui, on a encore DHL, on a quelques initiatives de part et d'autres, PAPS au Sénégal et plein d'autres. Mais ces sociétés de logistique et de transport, cette nouvelle de fintech, cette nouvelle startup de logistique et de transport vont être beaucoup développées pour pouvoir éclore le e-commerce africain et en plus de l'interopérabilité de paiement. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport aux perspectives à venir. Merci beaucoup. Ce fut en tout cas un très, 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 très bon numéro de webinaire avec vous. Donc, comme vous l'avez si bien constaté, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre session captivant sur la révolution des fintech en Afrique, avec une réflexion approfondie sur l'importance cruciale de l'interopérabilité dans les services financiers. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité d'explorer ce secteur fascinant en compagnie de notre expert, M. Vigi Tofoji, qui nous a partagé son expertise et sa vision éclairante. À travers nos discussions, nous avons compris que l'interopérabilité ne se limite pas à des protocoles techniques, mais qu'elle est le fondement d'une transformation plus large dans la manière dont nous concevons et accédons aux services financiers. Elle ouvre la voie à une connectivité transparente entre différents acteurs du secteur financier, stimulant ainsi l'innovation, l'inclusion et la résilience économique. L'Afrique, en tant que terre d'opportunité pour la FinTech, est en train de démontrer au monde entier que les défis d'aujourd'hui peuvent être transformés en opportunités demain grâce à des solutions créatives et une collaboration intersectorielle, notamment par les différents acteurs. L'interopérabilité devient le lien qui unit ces efforts et catalyse une croissance économique soutenue. Alors que nous clôturons ce webinaire, emportons avec nous la conviction que la révolution FinTech en Afrique n'est pas seulement une histoire de technologie, mais une histoire de personnes, d'inclusion et de progrès collectif. C'est un chapitre passionnant qui reste à écrire et nous sommes honorés d'avoir été témoins de certaines de ces premières pages. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé à notre conférence et à ce webinaire en compagnie de M. Vigi Tofoji, ainsi qu'à toutes les différentes personnes qui se seraient connectées ou qui feront en fait ce webinaire en replay. Je suis vraiment convaincu que l'interopérabilité sera un très bon moyen de permettre aux consommateurs notamment d'accéder à un service, aux services financiers de base à des moindres coûts et fournis par des prestataires de confiance. Je vous demande de bien continuer à ne serait-ce qu'explorer ce secteur fascinant et de donner à votre avis concernant l'interopérabilité en commentaire. Merci et à la prochaine.